va continuer nos auditions en entrant progressivement dans le vif du sujet, notamment en examinant le rôle des services de l'État. Nous entendons donc cet après-midi Madame Christelle Ratigny-Carbonell, directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est. Madame, je suis tenu de vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Appuyez sur le bouton. Je le jure. Et puis je vais demander également à vos deux collaborateurs alors, qui se présentent nom, prénom et fonction, et après, bien sûr, en prononçant « je le jure ». Laurent Caffé, responsable du département santé-environnement à l'ARS. Je le jure. Nicolas Reynaud, responsable du pôle qualité sanitaire des eaux à l'ARS Grand Est. Je le jure. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Également, je dois vous demander si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Par vous, Madame? Je n'ai aucun lien d'intérêt. Et Messieurs? Aucun lien d'intérêt. Aucun lien non plus. Merci beaucoup. Je rappelle également pour nos internautes, puisque comme vous le savez, cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Mes chers collègues, cette audition a pour objet d'entendre donc Madame Christelle Ratigny-Carbonell, qui exerce les fonctions de directrice générale de l'Agence régionale de santé du Grand Est depuis juin 2024 et a succédé à Madame Quéré, que nous avons entendue plus tôt dans la journée. Madame, qu'avez-vous découvert à votre arrivée sur ce poste relativement à la crise des eaux minérales Nestlé dans les Vosges? Quel a été le rôle de l'ARS du Grand Est dans cette crise? Quelles ont été et sont aujourd'hui ces interactions avec les autres services de l'État au niveau central avec les cabinets ministériels compétents, santé, économie, industrie, ou la direction générale de la santé, et au niveau local avec la préfète des Vosges? Quelle est aujourd'hui la situation sur les sites Nestlé? Plus globalement, comment s'exerce aujourd'hui le rôle de contrôle sanitaire de l'ARS des eaux embouteillées, y compris en dehors des Vosges, je pense à l'Alsace? Voici quelques thèmes cruciaux sur lesquels notre rapporteur va vous interroger ultérieurement. Nous vous proposons donc de dérouler cette audition en 3 temps. Vous présenterez successivement en une vingtaine de minutes, c'est-à-dire de présentation liminaire, puis après notre rapporteur vous posera des questions, et enfin, bien sûr, la parole sera donnée aux autres commissaires membres de cette commission d'enquête. Madame la directrice générale, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Commission d'enquête, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénatrices et sénateurs, c'est en effet en ma qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est depuis juin 2024, vous l'avez rappelé, que, Monsieur le Président, vous avez souhaité m'entendre dans le cadre de cette commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille, et je tiens sincèrement à vous en remercier. J'ai en effet pris mes fonctions à l'ARS Grand Est au moment où se déroulait la mission d'information de la Commission des affaires économiques sur les politiques publiques en matière de contrôle des traitements des eaux minérales naturelles et de sources, menée par Madame la sénatrice Antoinette Guhl, dont le rapport a été publié en octobre 2024. Ceci m'a permis en effet de disposer des constats et recommandations de votre commission, Madame la sénatrice, et de prendre ainsi le pouls et la mesure de ce dossier très complexe, aux multiples facettes, et de fait impliquant de très nombreux acteurs d'un écosystème à la fois économique, sanitaire, administratif, écologique et bien d'autres. Et vos auditions de ces dernières semaines le montrent en effet très bien. De par mes fonctions antérieures, comme directrice générale de l'Agence nationale de la sécurité du médicament et des produits de santé, de vice-présidente de l'Agence européenne des médicaments, ainsi que mon parcours scientifique en tant que chercheur, j'attache en effet une importance majeure à la rigueur méthodologique, à la transparence des informations données et des décisions prises, ainsi qu'à l'analyse et à la maîtrise des risques dans tout processus décisionnel. Ce sont 3 piliers indispensables à la sécurité sanitaire de nos concitoyens, sécurité sanitaire qui constitue le fil rouge de toute l'action au quotidien de l'Agence régionale de santé du Grand Est.
Je tiens aussi à préciser que je ne suis pas experte de la réglementation et des processus métiers propres aux eaux embouteillées, même si depuis quelques semaines, et grâce à mes équipes, que je tiens particulièrement à saluer ici, pour leur engagement quotidien, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Je mesure pleinement, et je le vois tous les jours, la charge importante pour les agents de l'ARS, la charge mentale aussi qu'ils ont à assurer des missions sensibles, notamment celles liées à la sécurité sanitaire. Mes propos porteront ainsi sur 3 axes. Les missions, les responsabilités, vous l'avez indiqué lors de vos propos introductifs, de l'ARS en matière de contrôle des eaux conditionnées, les faits marquants et les actions majeures menées par l'ARS dans ce dossier, et surtout les enseignements que nous pouvons déjà retenir de leur mise en perspective pour prendre des mesures potentielles nouvelles qui s'imposeraient. Il est clair qu'il m'appartient aujourd'hui d'être garante de la mise en œuvre des mesures et des plans d'action qui sont ou qui seront définis et qui relèvent bien sûr du champ de compétences de l'ARS. Je m'y engage solennellement aujourd'hui devant vous, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénatrices et les sénateurs. Ainsi, en effet, sous serment, je m'attacherai à répondre à vos questions en tant que directrice générale de l'ARS Grand Est, en tant que docteur et sciences, et aussi en tant que citoyenne et consommateur des produits alimentaires comme nous toutes et tous. Vous l'avez indiqué, vous venez d'auditionner ma prédécesseure, Virginie Quéré, et je vais m'attacher à ne pas être redondante dans mes propos liminaires sur les différents éléments qui ont été présentés. Je commencerai par quelques chiffres clés, si vous me le permettez, sur les missions et les activités de l'ARS, et vous l'avez sollicité en effet dans votre introduction, concernant le domaine des eaux conditionnées qui ont été précédemment exposées par Virginie Quéré, afin de mieux appréhender et objectiver le périmètre que représente la mission de contrôle des eaux au sein de l'ARS. Quelques grands chiffres. En Grand Est, nous comptabilisons 5200 captages et 3000 réseaux de distribution d'eau potable. La région Grand Est est la deuxième région après la région Auvergne-Rhône-Alpes en nombre de captages. Pour donner une idée, en effet, France entière, nous avons 33 000 captages. Le département des Vosges compte environ 1100 captages et 400 réseaux, c'est-à-dire 1/5 des captages du Grand Est, ce qui en fait le département le plus concerné par cet équipement, du fait évidemment de sa configuration géographique particulière. Au niveau régional, le contrôle sanitaire des eaux se traduit par la réalisation de près de 50 000 prélèvements d'eau par an, tout contrôle confondu. Les eaux potables, les eaux de loisirs, également évidemment les eaux conditionnées, et nous y reviendrons ultérieurement. Les effectifs affectés à l'ensemble des missions relatives à la santé environnementale sont de plusieurs dizaines de DP, une petite centaine, qui sont répartis au sein de l'ARS Grand Est, à la fois sur les 10 départements, donc dans le cadre des 10 délégations territoriales de l'ARS Grand Est, mais également au siège aussi à Nancy de l'ARS Grand Est. Si je focalise en effet plus spécifiquement sur le département des Vosges et sur notre délégation territoriale du 88, les effectifs actuels qui sont dédiés pour les missions eau, de manière générale, et pas uniquement sur la partie évidemment eau embouteillée, sont entre 4 et 4,5 ETP, dont environ à peu près 0,6 ETP pour les eaux minérales naturelles. Dans les Vosges, et plus spécifiquement sur les eaux minérales naturelles, l'ARS réalise chaque année, en moyenne, 190 prélèvements pour l'ensemble des installations de production de la société Nestlé. Ces prélèvements sont des prélèvements inopinés. Et donc, je précise bien, en effet, sur le caractère inopiné, c'est qu'il n'y a pas d'information, ça c'est la définition du terme inopiné, qu'il n'y a pas d'information, en effet, au préalable du minéralier. Établi sur la base d'un planning, évidemment, de l'ARS, avec la mobilisation d'un laboratoire de contrôle sanitaire, cela a déjà été précédemment précisé dans les auditions, qui est agréé par l'ANSES et qui réalise ces prélèvements à une fréquence quasi hebdomadaire. Nous sommes à peu près à 3 à 4 fois par mois environ, et sur l'ensemble, en effet, de la chaîne, que ce soit au niveau de la source, des captages, et également tout au long, en effet, du processus, et notamment sur le produit dit fini, que sont les eaux embouteillées. Quelques temps, en effet, aussi quelques éléments d'importance sur lesquels je souhaite revenir, qui concernent la maîtrise du risque sanitaire et le dispositif qui est mis en place, à la fois, évidemment, au niveau de la réglementation européenne, et c'est ce qui est mis en place
au niveau national et surtout au niveau local, puisqu'évidemment, je parle en tant que directrice générale de l'ARS Grand Est. Pour garantir la sécurité sanitaire, il est en effet essentiel de mettre en place une démarche de maîtrise et de gestion des risques à différents niveaux. Les eaux conditionnées, vous le savez, sont considérées comme des denrées alimentaires et s'appuient sur un cadre européen que l'on appelle, qui est dit le paquet hygiène. On a 5 règlements entre 2002 et 2017 et dont l'essence même confie aux industriels et aux exploitants la charge de maîtriser les risques au sein de leur processus de production. Ces derniers doivent ainsi mettre en place une surveillance qui permet de maîtriser les risques. Il leur appartient d'identifier les points critiques de leurs installations, de mettre en place les contrôles nécessaires et en cas d'événement engendrant un risque sanitaire, ils doivent disposer de plans de gestion et rapporter ces événements de manière immédiate aux agences, à l'ARS et en l'occurrence pour Nestlé à l'ARS Grand Est. Les contrôles des eaux conditionnées qui sont réalisés par l'ARS se font dans un cadre réglementaire qui est défini dans un arrêté du 22 octobre 2013 qui en précise les modalités. Donc nous avons bien 2 dimensions. Donc la surveillance et la maîtrise des risques, en effet, qui relèvent de l'industriel, du minéralier, de l'industriel et de l'exploitant, et également le contrôle qui est réalisé par l'ARS au travers notamment des laboratoires qui sont agréés. Et c'est bien ces 2 éléments qui permettent, qui fondent en effet le dispositif de maîtrise des risques et de gestion des risques. Pour ce qui relève de la gestion des risques microbiologiques, les contrôles sont centrés sur l'analyse de bactéries indicatrices que l'on pourrait qualifier de marqueurs ou de proxys et non de tous les micro-organismes présents dans l'eau. Donc, ce sont des indicateurs, en effet, qui vont permettre, notamment les bactéries indicatrices de contamination fécale, qui vont signer potentiellement la présence de micro-organismes pathogènes, virus, bactéries pathogènes ou parasites. Donc, on a ces proxys avec ces bactéries indicatrices de contamination fécale qui sont suivies, mais également aussi des bactéries indicatrices du microbisme de l'eau, naturellement présentes dans les eaux. On appelle cela, dans les termes consacrés, les germes revivifiables. Ces bactéries non pathogènes sont susceptibles de se développer tout au long du processus industriel, dans les conduites de transport, les traitements autorisés, les stockages à l'embouteillage. Donc, ces règles de gestion du risque sanitaire, on est bien sûr de la gestion du risque, de la maîtrise du risque sanitaire biologique, font leurs preuves au quotidien, aussi dans les eaux de surveillance, dans la surveillance des eaux potables et de loisirs. Et donc, ce sont les mêmes approches techniques et méthodologiques qui ont fait leurs preuves, en effet, notamment sur la partie eau potable et de loisirs, qui sont appliquées aux eaux conditionnées. Et ces contrôles, les contrôles qui sont réalisés, en effet, par l'ARS, viennent compléter la surveillance qui est réalisée par l'exploitation. Donc, comme je le disais, par l'exploitant, pardon. Comme je le disais, nous avons ces 2 dimensions, en effet, pour la maîtrise et la gestion des risques. Si je peux me permettre une analogie avec, évidemment, toutes ces limites, c'est de manière assez comparable la stratégie, en effet, et les dispositifs de contrôle qui existent dans l'aviation civile, qui vont vérifier, en effet, des points clés avant le décollage, donc ces proxys, je dirais, ces marqueurs, sans vérifier évidemment l'entièreté de la structure. On est sur la même philosophie, le même principe, c'est de vérifier des éléments clés de la qualité de l'eau, sans que l'on puisse accéder à l'entièreté du microbisme de l'eau, mais qui sont suffisamment importants, des marqueurs suffisamment sensibles pour permettre de détecter si nous avons une situation qui est potentiellement à risque ou pas. Le principe classique, en effet, d'analyse de risque et de gestion de risque. Donc, l'analyse, en effet, des risques va reposer sur plusieurs éléments. Les barrières sanitaires que constitue la protection des ressources, donc en amont, leur vulnérabilité intrinsèque, la connaissance de leur stabilité dans le temps, mais également la maîtrise du process par, évidemment, l'exploitant, le contrôle en continu automatisé des chaînes de production, les procédures de contrôle final du produit fini, au niveau de l'exploitant et le contrôle analytique quotidien de l'exploitant et le contrôle sanitaire réglementaire. Il est important de préciser qu'à ce stade de mes propos,
à peu près 98 à 99% des analyses qui sont réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux conditionnées par l'ARS Grand Est sont conformes. Ensuite, la gestion des situations à risque est toujours réalisée en première intention et selon la réglementation, en interaction avec l'exploitant qui met en œuvre les mesures adaptées, le recontrôle, la traçabilité interne, la destruction des lots non libérés, les procédures de retrait ou les procédures de rappel. Les captages dans les Vosges exploitent des nappes captives sous argile. Certaines captent de l'eau très ancienne, il y a plusieurs milliers d'années, et sont artésiennes. Les avis d'hydrogéologues agréés caractérisent la protection des ressources et leur faible vulnérabilité. Dans ce contexte structurel, le risque d'une contamination microbiologique ne concerne pas le gisement aquifère, mais potentiellement certains ouvrages du fait de leur exploitation dans le temps. Si la situation l'exige, l'ARS propose au préfet de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger la santé des personnes ou d'interrompre l'exploitation si l'exploitation ou l'usage de l'eau constitue un danger. Il est important aussi de souligner que si les techniciens et les ingénieurs sanitaires de l'ARS disposent de compétences techniques fines, précises, il est parfois nécessaire de recueillir des avis d'experts et de bénéficier d'appui pour la gestion de situations exceptionnelles. C'est exactement ce qui a été réalisé pour le dossier, évidemment, qui fait l'objet de votre commission d'enquête, avec la mobilisation de l'ANSES. Je sais que vous avez auditionné en effet l'ANSES, après sollicitation de la Direction générale de la santé par l'ARS Grand Est. Et de ce fait, l'ANSES a proposé aux autorités compétentes des mesures de nature à gérer le risque virologique, sans que ces mesures, à ce jour, n'aient un caractère normatif ou réglementaire. Dans ce cadre, l'ANSES a produit un avis en octobre 2023 dans le but de sécuriser au mieux les risques microbiologiques et notamment virologiques. Le protocole d'intervention se compose de 3 étapes, cela a été déjà présenté, avec une première étape qui concerne la vérification de la qualité de l'eau par les analyses bactériologiques du contrôle réglementaire. Une étape 2, s'il y a des mises en évidence de non-conformité, donc une identification de non-conformité, la réalisation d'une analyse de bactériophages, donc ce que je précisais il y a quelques instants, donc ces bactériophages qui sont des proxys de virus pathogènes, et une étape 3, si ces proxys sont retrouvés, l'ANSES recommande l'analyse de virus pathogènes en tant que tel, je dirais intitulé personné, hépatite A ou norovirus par exemple. Le protocole est évidemment suivi au sein de la région Grand Est. Cependant, en Grand Est, l'étape 2 n'a pas été mise en œuvre dans les Vosges, car aucune non-conformité n'a été détectée à l'issue de l'étape 1. En effet, les ouvrages non conformes, et on pourra y revenir, avaient été mis à l'arrêt avant l'apparition de l'avis de l'ANSES. La deuxième partie de mes propos s'attache à préciser les principales caractéristiques des eaux minérales embouteillées dans les Vosges et les principales actions menées par l'ARS dès lors que la situation a été portée à notre connaissance. Je voulais indiquer la particularité du site vosgien et notamment de la société Nestlé Waters et qu'il conditionne 4 marques d'eau minérale qui exploitent 3 nappes différentes. Excusez-moi de vous couper, mais compte tenu du temps, est-ce que vous pouvez conclure? Parce que je sais que notre rapporteur a quelques questions à vous poser. Voilà. Ça ne vous dérange pas? Alors, je suis un peu débordé, mais j'essaye d'être un peu le maître du temps. Excusez-moi, la directrice. Tout à fait, je vous en prie. Donc, en effet, nous avons plusieurs sources, plusieurs forages en effet. Surtout qu'on a la préfète des Vosges, je ne souhaite pas trop la faire attendre dehors. Oui, donc à la fois pour la partie Épar, Contrex et Vitel, et donc notamment sur les points forts et les temps forts en effet de l'action de l'ARS. Je ne reviendrai pas plus précisément puisque Virginie Quéré a en effet indiqué l'ensemble des éléments qui ont été mobilisés. Ce qu'il est important en effet de voir, c'est que de janvier 2022 à mars 2024, de nombreuses actions, et notamment dans les suites de l'inspection, ont été réalisées par les équipes de l'ARS en poursuivant et en mettant en effet à jour l'ensemble des éléments en fonction des données qui étaient à leur connaissance et à date. Et ça, c'est un point qui est important.
Pour conclure, en effet, sur les enseignements, plusieurs éléments, en effet, dès la connaissance par l'ARS Grand Est et la découverte, en effet, de la fraude qui a été mobilisée par Nestlé Waters. L'ARS, en effet, a agi de manière diligente, à la fois sur le retrait des traitements, en effet, interdits, et on pourra y revenir, en effet, de manière plus spécifique. L'ARS Grand Est a en effet saisi la justice, je n'y reviens pas, Madame Quéré, l'a mobilisé en effet de manière importante, et également a mobilisé les mesures de maîtrise des risques, comme je l'ai indiqué, au fur et à mesure, en fonction des connaissances à date. Ce que l'on voit en effet, et donc en termes d'enseignement qui est important, on le voit, et je pense qu'il est important de le souligner, et avec humilité, la fraude n'aurait probablement pas été découverte si Nestlé n'avait pas indiqué en effet ces manquements. Et donc cela doit évidemment nous interroger de manière collective sur les méthodes et sur nos modalités de contrôle. Après, y compris dans d'autres situations, et notamment de par mes fonctions passées, malheureusement, lorsqu'il y a une intentionnalité de fraude, et eu égard à la sophistication de l'intentionnalité, il est évidemment très difficile de pouvoir possiblement contrecarrer. Pour autant, il y a la nécessité, en effet, de pouvoir s'interroger collectivement, et avec l'ensemble des ARS et aussi des autres services de l'État, s'interroger en effet sur notre capacité en effet et notre acuité pour mettre en place en effet en termes d'inspection. Sur le sujet en effet des microfiltrations de manière générale, la nécessité d'avoir une réglementation qui soit probablement plus précise, qui laisse moins de place à l'interprétation. Ça, c'est quelque chose qui est important pour permettre d'avoir une assise qui soit évidemment plus homogène, et avoir des décisions à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen, qui soient le plus analogue évidemment possible. Et donc de manière générale, en effet, y compris sur les programmes d'inspection, comme je le disais, de pouvoir ensemble, au niveau national, optimiser en effet nos modalités d'inspection, nos contrôles, notamment aussi en matière de caractère inopiné, pour toujours s'adapter évidemment par rapport à la situation. Et je terminerai juste mes propos sur, y compris évidemment eu égard aux défis en termes de changement climatique. Comme dirait notre président, il faut conclure. Oui, aux défis en effet par rapport au changement climatique, il est nécessaire en effet de s'adapter en permanence sur le contrôle, et quel que soit le niveau, et je dirais, et l'endroit en effet sur la chaîne de production. Merci beaucoup. Merci Madame la directrice. Et je laisse tout de suite la parole à notre rapporteur. Merci Monsieur le Président. Je vais essayer de faire aussi rapidement, puis dans le jeu des questions-réponses, peut-être essayer d'être concis pour que aussi nos collègues puissent vous interroger. Peut-être d'ailleurs, en effet, commencer par dire que nous constatons que c'est bien dans le Grand Est qu'un article 40 a été signalé, au procureur de la République, que l'audition précédente nous a permis d'éclairer quand même sur le contrôle sanitaire, la mise à l'arrêt d'un certain nombre de forages qui étaient importants pour nous et pour notre compréhension. Vous y ajoutez un élément, mais juste pour bien vérifier que j'ai compris les choses telles que vous les avez dites, c'est-à-dire que vous dites que le sujet n'était pas forcément la pureté originelle de l'eau, mais les ouvrages. Vous évoquez les ouvrages, donc sans doute des ouvrages vieillissants qui étaient la cause des difficultés qui étaient rencontrées et du fait que Nestlé avait utilisé des traitements illégaux. Est-ce que vous confirmez, est-ce que sur ce point-là, vous confirmez que pour vous, ce n'est pas l'eau elle-même qui est en cause dans les Vosges, mais les installations de Nestlé? Là, oui, je confirme, en effet, nous ne sommes pas sur la ressource en tant que telle, mais les ouvrages, pas forcément eu égard à l'ancienneté ou à la vétusté. On a bien une pureté, en effet, originelle pour les sources dans les Vosges, mais comme vous le savez, en effet, avec notamment des conduites qui sont de plusieurs kilomètres, et donc de ce fait, la notion, en effet, d'ouvrage peut engendrer un certain nombre de situations et un certain nombre de risques. Mais on n'est pas sur la ressource originelle qui, en effet, est bien... on a bien une qualité. Si je vais au bout de ma réflexion et de ma nouvelle compréhension sur le cas des Vosges, qui est différent de l'Occitanie, oui, c'est que
finalement, ces filtres, alors je vais être un peu provocateur en disant ça, ces filtres sont là pour pouvoir différer des investissements disons, de refonte de l'usine et des sites industriels. C'est une sorte de rustine. Est-ce que vous partagez l'analyse, peut-être que vous n'emploieriez pas mes mots, mais est-ce que vous partagez l'analyse qui consiste à dire que ce sont des rustines sur des installations vieillissantes qui permettent de s'assurer en bout de course que l'eau ne se dégrade pas dans le processus de production? Alors, je ne reprendrai probablement pas les mots, en effet, comme vous l'indiquez, en termes de rustine sur des installations. Vous les reprenez à votre façon, mais voilà. Voilà, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que j'énonce? Sur l'idée, en effet, on a bien une pureté à la base, très clairement, et ensuite les ouvrages qui peuvent impacter au fur et à mesure, en effet, et donc la mise en place des traitements, et qui sont des traitements, en effet, si ce sont des traitements de désinfection qui sont interdits, très clairement, donc visait à garantir une stabilité et une pureté, évidemment, ultérieure. Et donc là, ça, c'est interdit. Et si on revient sur le sujet des microfiltres, pour garantir la stabilité tout au long du circuit, je dirais, de l'eau, de la source jusqu'au conditionnement. Mon collègue Gillet aura sans doute des questions sur la stabilité en termes de minéraux, mais je lui laisse ces questions qu'il a commencé à évoquer tout à l'heure. Juste pour être clair, parce que votre prédécesseur avait plus en tête l'intégralité des forages, est-ce que, soit par oral ou par écrit, vous pourrez nous envoyer l'ensemble des forages que vous avez arrêtés pour pour l'ensemble des minéraliers qui sont sur votre secteur? Oui, nous transmettrons de manière extrêmement précise les forages, les arrêts, les dates et les traitements qui existent. Merci beaucoup. J'ai une question sur les filtres à 0,2 et sur ce sujet de la microfiltration. Parce que il y a un point que je ne m'explique pas, c'est qu'il est évoqué une réglementation qui serait équivoque, mais pour moi, et c'est votre prédécesseur qui le disait tout à l'heure, il est établi dans les Vosges, sur un certain nombre de forages, que ces filtres ont un pouvoir désinfectant. Ça est établi. C'est même pour ça qu'ils sont mis en œuvre. Or, le sujet, c'est bien de ne pas avoir des instruments qui ont un pouvoir désinfectant. Et donc, pour moi, du point de vue de la réglementation européenne, de ce point de vue-là, indépendamment de la qualité de l'eau à l'entrée, à la sortie ou bien au sein de l'usine, indépendamment de cela, il est établi pour moi qu'à partir du moment où on utilise ces filtres font partie des outils interdits. Et pour moi, c'est ça qui me gêne un petit peu dans la démarche. Sur le sanitaire, j'ai compris ce que vous aviez fait. Sur la question de la réglementation, il me semble qu'on est à côté des clous, parce qu'on sait que ces filtres à 0,2 ont un pouvoir désinfectant. Nous le savons. Vous l'avez expérimenté sur le terrain. Vous le savez. Et donc, par conséquent, on se retrouve avec quand même des demandes qui sont instruites. Je reviendrai peut-être dessus. Mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Est-ce que quand même, finalement, vous savez bien que dans toutes ces usines, vu que ça, c'est non conforme, ce n'est pas de l'eau minérale naturelle qu'on produit, mais une autre boisson qui ne correspond pas au respect des normes réglementaires. C'est ça ma question sur ces microfiltrations. Merci beaucoup pour cette question et de manière précise. Je réitère en effet, si les microfiltres, et on reviendra sur le seuil de coupure, a donc une activité désinfectante, c'est en effet interdit. Mais pourquoi donc, si? En fait, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi si vous avez prouvé chez vous, en faisant des avant-après, que les microfiltres à 0,2 ont un pouvoir désinfectant? Vous l'avez démontré. C'est la raison pour laquelle la demande, en effet, qui est soumise et qui a été déposée est en instruction. Et donc, l'instruction, en effet, n'est pas encore terminée. Et donc, la décision sur le 0,2 n'est pas forcément, évidemment, par définition positive. C'est en instruction, mais vous êtes bien d'accord avec moi qu'aujourd'hui sont installés dans ces usines, et ce depuis le retrait des traitements interdits, des filtres à 0,2 qui, de toute évidence, sont non conformes à la réglementation, puisque vous avez vous-même prouvé le pouvoir désinfectant. Donc, je veux dire par là que, depuis le retrait, ont été installés des instruments qui, eux-mêmes, sont interdits du point de vue de la réglementation des eaux minérales. Vous comprenez mon raisonnement? Oui, tout à fait. Sur le sujet du 0,2, ce n'est pas sur l'ensemble des marques. On est uniquement sur Épar et sur un forage, en effet, puisque les autres forages ont été arrêtés, donc qui étaient contaminés. Donc, on a une seule situation.
Vitel et Contrex, nous n'avons pas de filtre à 0,2. Vous avez des Ça, filtres à combien, s'il vous plaît, sur Vitel et Alors, Contrex? sur Vitel, il y a des filtres à 0,45. Nous ne sommes pas à 0,2. Donc, la situation dans les Vosges, et donc ça, c'est évidemment extrêmement important, nous sommes sur une situation, en effet, où il y a un filtre à 0,2. Et la discussion, évidemment, est pleine et entière sur le caractère ou non de désinfection du 0,2. Il y a évidemment des échanges en cours. Pourquoi la discussion est pleine et entière alors que vous l'avez prouvé? Enfin, je ne comprends pas pourquoi c'est une discussion alors que vous-même, vous avez prouvé dans des analyses avant-après que que ça avait un pouvoir désinfectant. Qu'il y avait la disparition, en effet, d'un certain nombre d'éléments. Et donc, sur le 0,2, en effet, voilà, la décision, en tout cas l'avis que je rendrai n'est pas encore pris. Mais oui, pour moi, le 0,2, en effet, est une situation désinfectante, donc avec un traitement qui ne doit pas avoir lieu sur le 0,2. Je n'ai pas encore pris l'avis. J'entends, mais je n'ai pas encore rendu l'avis, donc c'est la raison pour laquelle j'étais... sont installés des filtres qui... Vous en donnez la primeur à la commission d'enquête. Sur une seule situation. Il est important, nous ne sommes pas sur Vital, nous ne sommes pas sur Contrex. Mais il n'y a pas que les Vosges dans la vie pour nous. Et donc, tout à fait. Mais là, je parle juste, en effet, de ma région. Je vous remercie. On a toute la France. On a toute la France, exactement. Même pas seulement le beau département. Même l'outre-mer. Et sur les filtres à 0,45, est-ce que vous avez fait des avant-après qui, de la même manière, est-ce que vous avez des éléments qui vous montrent que oui ou non, ça a un pouvoir désinfectant? Sur les filtres à 0,45, le avant-après a engendré en effet des résultats qui pouvaient même être inverses. C'est-à-dire qu'avant-après, on pouvait avoir possiblement plus après qu'avant. Donc on n'est pas sur une caractéristique, en effet, de désinfection sur du 0,45. Et de manière globale, je dirais, y compris lorsqu'on regarde dans d'autres situations, le seuil de coupure à 0,45, de manière générale dans la littérature, je dirais, scientifique, n'est pas considéré avec un pouvoir de désinfection. Enfin, n'est pas considéré comme ayant une capacité de pouvoir de désinfection. Comme vous le savez, en Espagne et en Belgique, le seuil de coupure à 0,45 est utilisé en termes de microfiltration. Mais pour vous, excusez-moi de rebondir, vos propos que je comprends, mais c'est-à-dire que ce n'est plus de l'eau minérale pure. Si c'est plus de l'eau naturelle. Donc avec ça, si vous vendez ce produit au naturel, est-ce que ce n'est pas également une tromperie? Les captages sont conformes. Le fait qu'il puisse y en avoir ou de manière différente des substances, je dirais, différentes, quand on est sur une eau minérale naturelle, nous n'avons pas zéro substance, zéro entité, enfin, très clairement. Ce n'est pas par rapport aux substances, c'est le fait que l'eau peut être un peu dénaturée, donc elle est plus naturelle, enfin, si vous veux, par rapport à la filtration. Mais ça bouge tout au long en fait. On est constamment en effet sur quelque chose qui bouge et donc en permanence avec la nécessité. C'est pour ça que en termes de contrôle et en termes des réglementations, nous avons des conformités et donc nous regardons en effet à chaque étape en effet la conformité et y compris lorsque l'on a avec un filtre 0,45 qui n'est pas considéré comme ayant un pouvoir de désinfection, nous avons une conformité, notamment évidemment au niveau des captages, mais aussi au niveau des bouteilles conditionnées, qui répond bien, selon la réglementation actuelle, aux normes d'eau minérale naturelle. Pour prolonger la question du président Burgoa, si ces filtres à 0,45 n'ont pas de pouvoir désinfectant, à quoi servent-ils ? Alors, je commence et en effet, mon collaborateur pourra continuer. En effet, si vous en êtes d'accord. Bien sûr, vous avez tous prêté serment, donc on peut et donc, de ce fait, la mise en place, en tout cas le rationnel qui est sous-tendu par l'industriel, et pour garantir la stabilité tout au long, en effet, du processus, sans avoir de capacité, en effet, de désinfection. Mais eu égard à l'ensemble des entités qui peuvent exister, on voit que les choses, évidemment, bougent. Enfin, c'est un milieu qui est vivant, hein. Ce n'est pas un milieu, évidemment, qui est inerte. Et donc, avec l'existence, en effet, de substances potentielles et qui permet, en effet, d'avoir cette stabilité. Mais Laurent, si vous voulez compléter. Oui, la question de la désinfection, c'est la question de l'infection au départ. C'est-à-dire que dès l'instant où l'eau n'est pas contaminée par des bactéries qui sont dites non conformes
ou qui relèvent une non-conformité au niveau des captages, on n'est pas dans un dispositif de désinfection. C'est-à-dire qu'on n'enlève pas des bactéries qui n'auraient pas dû y être. En revanche, comme le disait Madame la directrice, c'est que l'eau est une matrice biologique vivante. Les bactéries s'y développent, y compris dans les captages, y compris dans les crépines, y compris le long des canalisations, dans les zones de stockage, sur les sites où on a des filtres autorisés, du type déferrisation par exemple. Tout ça est vivant. Et en fait, ce produit, la bactériologie augmente aussi dans les bouteilles lorsqu'elles sont soutirées. Il y a une variation, en fait. Voilà. Donc parler du microbisme originel dans un dispositif comme celui-ci, c'est un peu compliqué, parce qu'on sait qu'il y a une évolution du microbisme, en tout cas des bactéries qui sont des bactéries environnementales, naturelles. Donc ce n'est pas vers ça, en fait, qu'on axe l'axe, en tout cas qu'on axe l'action de désinfection. Ce n'est pas ça. Donc évidemment, les industriels ont à gérer ça. Trop de bactéries environnementales qui se développent le long du processus ne sont pas bons. Et aujourd'hui, les filtres qui sont utilisés ont pour vocation, finalement, de piloter le dispositif. Oui, donc c'est véritablement en fait la gestion, ce que j'évoquais comme gestion du vieillissement, en tout cas un outil de maîtrise en tout cas du risque sur le c'est la maîtrise du process qui est très complexe sur des dizaines de kilomètres de canalisation, sur des voilà. Donc en fait, le microbisme naturel de l'eau évolue et il y a besoin, si vous voulez, à un moment donné, de réguler ça. Alors c'est pas à nous prononcer si c'est bien, pas bien. C'est une réalité et donc quand on parle de qualité originelle, en fait, on ne peut pas la garder dès l'instant où les installations sont trop complexes. Il faut pouvoir le piloter. Sur le 0,2, juste une question, excusez-moi de l'esprit d'escalier, mais parce que je reprends un point. Il semblerait que le 29 mars, la demande de Nestlé ne soit pas seulement pour Épar, mais qu'elle concernait Contrex, Vittel également. Est-ce que... Le 29 mars de quelle année ? 2024. Alors... Oui, en 2024, l'ensemble des captages qui étaient considérés comme sensibles, vieillissants, etc., ont été mis à l'arrêt. Donc aujourd'hui, les mix qui fonctionnent sont des mix sur des eaux qui sont protégées et de bonne qualité. D'accord. En revanche, il y a effectivement une demande qui a été proposée par l'industriel de généraliser, y compris sur les captages Vittel et Contrex, la mise en place de filtres à 0,2 microns. D'accord. Ce sur quoi nous avons saisi l'ANSES pour savoir si cette notion de pilotage était valable ou pas sur un plan réglementaire, puisque là, on n'est pas dans de la désinfection de bactéries dangereuses et non conformes. Et donc, la question est posée, est-ce que cette notion de pilotage est valable ou pas ? À quel niveau ? Est-ce que c'est du 0,45 ? Est-ce que c'est du 0,2 ? Et c'est là que se trouve la difficulté d'interprétation, puisque nous, on considère que l'eau est bonne dès le départ, donc elle le reste tout au long de la chaîne, parce qu'elle reste avec des bactéries qu'on analyse qui sont conformes. Mais le microbisme évolue. Qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'il est traitable, traité, dans quelles conditions ? Et c'est ça, en fait, les questions qui se posent aujourd'hui sur la mise en place de ces filtres à 0,2 microns. Dernière question me concernant, avant de passer la main à mes collègues. La DGS, vous avez eu un échange avec la Direction générale de la santé, demandant, je ne sais pas si on peut dire une instruction, mais en tout cas une clarification. Est-ce que vous pouvez nous dire... en quoi consistait la réponse de la Direction générale de la santé ? Alors, elle est en cours, l'instruction est en cours, et l'objectif, en effet, est de pouvoir avoir une position qui soit harmonisée, en effet, eu égard à cette interprétation de la réglementation possible, une position harmonisée sur l'utilisation des microfiltres et de leur seuil de coupure en deçà de 0,8 et notamment sur le 0,45 et le 0,2. Et à ce stade, des éléments, on s'oriente en effet plutôt sur la possibilité d'utilisation à 0,45, n'étant pas considéré en effet comme de la désinfection ou impactant le microbisme, ce qui n'est pas le cas sur le 0,2. Mais donc nous attendons en effet l'instruction. Vous avez une première réponse ? On a eu des éléments, des échanges en effet avec la Direction générale de santé, mais l'instruction, elle est en cours. D'accord. Merci beaucoup. Donc nous avons pour l'instant 3 collègues qui veulent poser des questions. Donc Mme Gull. Oui, bonjour et merci pour toutes ces informations. Moi, j'ai une question. Il vous appartient, si je ne m'abuse, également de contrôler la conformité de ce qui est fait avec les arrêtés préfectoraux. Or, à ma connaissance, mais vous me direz si ça n'est pas, si
si c'est faux, puisque moi, mes données datent du mois de septembre, il n'y a pas d'arrêté préfectoral à 0,2. Donc, ça signifie quand même que Nestlé est dans une forme d'illégalité depuis un certain temps déjà. Oui, en effet, désolée, parce que j'essaie de... en effet, sur le sujet départ, où il y a l'utilisation à ce stade du 0,2, l'arrêté, en effet, n'est pas pris. Dépôt, en effet, des dossiers, comme cela a été indiqué, qui ont été uniquement complets à partir de décembre 2024, puisqu'il y a évidemment un nombre de données nécessaires qui doivent être fournies par l'industriel pour la demande et qui est en cours d'instruction. Moi, je m'étonne quand même du temps que ça prend, parce que là, il y a eu un jugement, il y a eu... ça a pris vraiment... Là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous voyez, quand vous nous dites c'est encore en cours d'instruction, on est en janvier 2025, ça date... c'est connu des pouvoirs publics depuis 2021. Ça a même été jugé en 2024 et on n'est toujours pas dans une situation qui est régulière. Moi, je trouve ça vraiment très, très choquant. Alors, plusieurs éléments par rapport à cela. Cela a déjà été dit dans les documents que nous vous avons transmis. À la connaissance par l'ARS Grand Est de la situation n'est pas de 2021. Nous sommes évidemment beaucoup plus tardivement, donc nous n'avions pas évidemment cette connaissance. Et donc, de ce fait, il est évidemment difficile sur une situation non connue de pouvoir avoir un avis soumis en effet à la préfète. Deuxième chose également, comme je venais de le dire, les dépôts, le dossier final qui est indispensable pour l'instruction a été déposé par Nestlé le 9 décembre 2024 auprès de l'ARS Grand Est, qui nous permet de pouvoir donner un avis sur l'utilisation de ces microfiltres A02. Nous sommes certes en février, le 5, je crois, février, mais le dossier final qui nous permet, parce qu'il faut avoir l'ensemble des données pour que nous puissions prendre un avis éclairé, donc soumis ensuite à la préfète, ne date que de décembre 2024. Est-ce que par rapport à vos propos, on pourrait savoir, Madame la directrice, combien il y a de volumes d'eau qui ont été vendus sous l'étiquette, on va dire, eau minérale naturelle, qui ne devraient pas l'être? Si vous avez l'information, peut-être que vous ne savez pas. Ce n'est pas une question piège. Non. L'information en séance, non, et je ne voudrais surtout pas dire... il vaut mieux rien dire que de dire... Exactement. Voilà. On vous le transmet. On vous le transmet par écrit à l'issue avec les réponses aux questions. Vous avez tout le temps pour transmettre par écrit le bon chiffre. Je ne serai pas en capacité de vous l'indiquer. Mais c'est, je trouve, une réponse plus normale. Quand il y a M. Gillet. Merci. Je veux dire deux questions. Tout d'abord, nous avons appris dans l'audition précédente que les traitements qui avaient été mis en œuvre de manière illégale, ces traitements étaient localisés dans une armoire électrique. Et donc, ça a été su après coup. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui d'avoir la même situation? C'est la première question. La deuxième question, on en revient entre la confusion, à mon sens, qu'il y a au niveau du microbisme et ce que j'appelle, moi, du spectre minéral qui caractérise une eau minérale. Autant sur le microbisme, on va s'intéresser sur le plan sanitaire, avant toute chose, autant sur le spectre minéral qui va caractériser une eau minérale. À ce moment-là, de votre échange, vous n'avez exprimé aucun avis particulier sur le respect du spectre minéral. Le respect du spectre minéral, si on met en œuvre une microfiltration, le spectre minéral est forcément touché. Ou non. Mais pour moi, il est forcément touché. À partir du moment où il est forcément touché, on a un non-respect de la minéralité de l'eau telle qu'elle a été définie et dans ses attendus, puisque quand on y regarde sur une définition globale, la distinction d'une eau minérale et d'une eau de source, c'est la stabilité de sa composition en minéraux, ce qui lui confère des effets bénéfiques pour la santé. Comment pouvez-vous dire qu'une microfiltration à 0,45 permet un respect du spectre minéral? Pour ma part, j'ai des doutes très importants, et donc à ce stade, on peut considérer, et notamment pour une microfiltration à 0,2, qu'il n'y a pas de respect du spectre minéral. S'il n'y a pas de respect ou un doute flagrant de respect on ne peut pas vendre cette eau-là comme une eau minérale initiale puisque son spectre n'est plus respecté. Il y a forcément une déstabilisation du spectre.
vous êtes bien chargé aussi de ces contrôles. Si vous êtes chargé de ces contrôles, quels sont les éléments que vous pouvez produire pour vérifier que le spectre de la minéralité est bien respecté? Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Allez-y, madame la médiatrice. Oui, merci beaucoup. Je vous propose que nous soyons à deux voix pour répondre, et notamment sur la question du spectre minéral, et notamment eu égard à la technicité. Je souhaite faire appel à l'expertise de mes collaborateurs. Sur la première question, sur qu'est-ce qui permet en effet que ça ne se reproduirait pas, là aussi, je veux avoir une réponse très humble, et je le disais dans mes propos liminaires. S'il y a une intentionnalité extrêmement forte de fraude, y compris avec des contrôles et un renforcement, l'objectif est de mettre une pression importante, évidemment, sur l'industriel. Pour autant, je pense qu'il est extrêmement difficile de dire que ça ne pourrait jamais se reproduire. Je suis très honnête et très humble par rapport à cela, puisqu'on le voit, et je l'ai vu voilà, dans mes fonctions précédentes, notamment sur le sujet du médicament ou des dispositifs médicaux, lorsqu'il y a une intentionnalité de fraude, évidemment, c'est extrêmement complexe. Pour autant, il y a le sujet, évidemment, des contrôles, le sujet de la transparence aussi, qui est important et qui, de ce fait, avec la transparence des résultats, des contrôles qui sont mobilisés, met évidemment une pression importante sur les industriels et les opérateurs, et évidemment avec une dynamique, je l'espère, qui soit vertueuse. Pour autant, donc avec des contrôles évidemment renforcés, une acuité notamment par mes équipes, avec les autres services de l'État, en fonction évidemment des ressources que nous avons. Mais je pense qu'il serait, je pense, illusoire et probablement inadéquat de dire que ça ne pourrait jamais se reproduire. Merci. Alors maintenant, il y a notre collègue, Mme Housseau, qui se déplace. Ah, Monsieur, oui. Ah, oui. Monsieur Café. allez-y, pardon, excusez-moi de... Trop vite, excusez-moi. Alors, sur l'aspect minéral, alors c'est vraiment un sujet qui est parfaitement maîtrisé, hein, c'est-à-dire que la minéralisation de l'eau est une question d'ordre chimique. Là, les filtres sont mis en place pour des problématiques d'ordre microbiologique, ça n'a rien à voir. La taille des filtres n'ont aucun effet sur la partie chimie de l'eau. Pour avoir un effet sur la chimie, il faudrait que le traitement soit de type osmose inverse, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc tous les ions qui sont présents dans les eaux sont parfaitement conservés après la filtration à 0,2 microns. Il faudrait descendre vraiment beaucoup plus bas, bien plus bas, pour avoir un effet sur la qualité. Et puis nous travaillons également à faire des analyses pour mesurer cette stabilité dans le temps, puisque c'est une condition de la classification au minéral. Il faut que les eaux soient stables, quelle que soit la problématique, qu'elle soit d'origine climatique ou pas. Il faut que les eaux soient parfaitement stables, et cette stabilité est parfaitement mesurée aujourd'hui. Donc on a clairement toutes les analyses qui permettent de le démontrer. Merci. Donc, Madame Rousseau, Madame Gull, vous avez déjà parlé. Non, mais attendez, chacun, madame, parce qu'autrement, vous avez déjà parlé. Madame Rousseau, monsieur Jacquet, et monsieur le rapporteur. Et si on a un peu de temps, parce qu'autrement, voilà. Oui, moi, je voulais revenir sur ce que vous avez dit au niveau de la nappe, hein, qui est une nappe captive sous argile et qui apparemment est très bien protégée. Donc le risque, vous avez dit, ne concerne pas le gisement, mais bien les réseaux. Et pour corriger les problèmes que rencontrait Nestlé, ils ont mis en place des filtres avec un diamètre de plus en plus petit. Et comme disait le rapporteur, en fait, ce sont des rustines. Est-ce que vous avez déjà évoqué avec Nestlé Waters la possibilité de changer les réseaux pour corriger le problème de manière pérenne? Et puisque ça dure depuis 2021, bon, c'est peut-être une solution qui aurait pu être mise en place. Est-ce qu'elle est trop coûteuse? Quelle est la raison pour laquelle on n'a pas traité le problème, je dirais, sans mauvais jeu de mots, à la source? C'est une très bonne question. Je vous laisse la parole, madame la directrice.
Merci beaucoup, Madame la sénatrice. En effet, évidemment, dans le cadre des demandes et des suites d'inspection, il y a aussi le sujet du plan de remédiation, donc pour en effet aller sur des installations qui soient plus adaptées, notamment, par exemple, la réduction de la longueur, de la taille des conduites. Et donc, c'est des éléments, en effet, qui sont en cours de mobilisation par Nestlé sur un calendrier de plusieurs années, probablement aux alentours de 2 ans. Donc, il y a bien, en effet, cette dynamique aussi de réduire, je dirais, les facteurs de risque qui peuvent impacter, en effet, notamment au niveau des ouvrages, la qualité et la stabilité. Donc, il y a bien, en effet, cette dynamique qui est engagée également. Ça vous convient la réponse, madame? Ce que je me dis, c'est pourquoi ils ne le mettent pas plus en avant, pourquoi ils ne vont pas plus vite, voilà, puisque le scandale qui les éclabousse risque quand même de leur faire perdre énormément d'argent. Si ils corrigeaient le problème, et si c'était facile à corriger, ils l'auraient peut-être déjà fait. Je me dis qu'il y a peut-être aussi une raison qui les en empêche. Alors, je ne me prononcerai pas évidemment pour Nestlé, et je sais que probablement vous les auditionnerez, donc la question sera évidemment à leur destination. En tout cas, ce qui est demandé évidemment par l'ARS, c'est une célérité, la plus importante possible, évidemment. Donc, ce calendrier a priori sous 2 ans. Pour pouvoir en effet avoir des éléments de résolution. Après, voilà, je n'ai pas les éléments précis en effet et leur rationnel sur. En tout cas, ils mettent en évidence que c'est la mobilisation la plus rapide possible de ce plan de remédiation. Je reprends juste parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec un autre industriel de l'eau. Qui me disait, lui, que en fait, le dialogue avec l'ARS était essentiel pour lui, que c'était l'ARS, parce qu'ils avaient des moyens dont lui-même ne disposait pas, qui le conseillaient, et que c'était vraiment une stratégie qui était élaborée en commun. Et là, ce n'est pas l'impression que ça nous donne. Alors, nous ne sommes pas dans le conseil, évidemment, en tant qu'agence, on accompagne, et ça c'est un point évidemment qui est important, et à chaque fois qu'il y a un dossier qui est déposé, il y a évidemment cette dimension aussi d'accompagnement et d'orientation sur ce qui doit être mobilisé. Mais si on regarde par exemple la situation avec d'autres minéraliers, et je crois que vous aviez mentionné dans vos propos introductifs, notamment en Alsace, on a des situations, on a des ouvrages qui sont très différents. Si je prends l'exemple, je parle sous le contrôle de mes collaborateurs ici présents, de Carola, on a des conduites qui sont de l'ordre de dizaines de mètres, alors que sur Nestlé, on a des conduites qui sont de l'ordre de plusieurs kilomètres. Donc on est évidemment sur des situations qui sont très différentes, et donc en termes de mesures nécessaires et en termes de plan de remédiation, les choses sont en effet différentes. Donc il faut s'adapter en effet en fonction de chaque situation et de chaque ouvrage. Mais il y a bien, évidemment, de la part de Nestlé et surtout à la demande de l'ARS, cette dynamique, en effet, de trouver, évidemment, des mesures qui soient pérennes et qui permettent, en effet, de répondre à l'objectif de stabilité de l'eau minérale naturelle, en termes bouteilles conditionnées. Merci, madame. Il y a monsieur Jacquet. Merci, président. Madame la directrice, donc Olivier Jacquin, sénateur de Meurthe-et-Moselle. 2 questions. Une très précise qui est complémentaire à celle de mon collègue Hervé Gillet. J'ai noté la faiblesse de l'effectif dévolu au contrôle. Vous avez parlé de 0,6 ETP sur les minéraliers. Sur Nestlé, d'accord, pardon. OK. Est-ce que depuis que la fraude a été avérée chez Nestlé, une expertise indépendante a pu être effectuée de l'intégralité du process industriel de Nestlé? Ma deuxième question est plus générale. Du point de vue de vos responsabilités importantes en matière sanitaire, quelles préconisations feriez-vous pour mieux protéger les impluviums, tant chez les minéraliers que pour l'eau potable en général? Je vous remercie. Madame la directrice.
Merci beaucoup pour votre question, monsieur le sénateur. Sur le sujet, en effet, des effectifs, en effet, nous avons un certain nombre de collaboratrices et collaborateurs. Et donc, l'objectif, en effet, est de pouvoir à la fois capitaliser, y compris avec l'ensemble des ressources aussi des inspections des ARS, pour capitaliser en effet sur nos mesures, sur nos façons de faire, de voir aussi possiblement sur un renforcement avec des laboratoires d'études. Nous avons des laboratoires agréés, mais aussi avec des laboratoires d'études, pour renforcer la pertinence et la performance en effet des contrôles qui sont réalisés. Et c'est fort en effet déjà des enseignements du rapport de l'IGAS, de l'audit de la Commission européenne, de la mission d'information de Madame la sénatrice Gult, de votre commission d'enquête aussi, très clairement, pour capitaliser et renforcer en effet avec la mobilisation, comme je le disais, possiblement de laboratoires d'études sur des points très précis, puisqu'il faut être aussi, évidemment, très réaliste. Nous avons évidemment une expertise, mais il y a la nécessité de faire appel à des expertises extrêmement pointues. Et donc, il faut pouvoir, en effet, engager cette dynamique, en effet, pour être plus performant, y compris eu égard aux ressources que nous avons. Je ne suis pas sûre que nous soyons sur une dynamique en croissance en termes de ressources. Donc, on a cet effort, en effet, de performance et de collaboration aussi avec les structures qui existent, mais également aussi, notamment, des laboratoires d'études. Je vous propose sur la deuxième question. Sur la protection... Votre micro, Monsieur Jacquin. Ma question était, est-ce qu'il y a eu une expertise indépendante du process industriel intégral de Nestlé? Alors, l'expertise, elle est faite évidemment à la fois avec l'ARS et les laboratoires agréés, donc qui sont une forme, qui sont aussi cette expertise, l'expertise de l'État, et donc une expertise indépendante. Excusez-moi, je me permets de reposer la question. Depuis que la fraude a été avérée par Nestlé en 2022, est-ce qu'il a été réalisé une expertise indépendante de l'intégralité du processus industriel de Nestlé? Je crois que vous n'avez pas le micro, Madame. Pardon. Sur un audit complet, total, non, très clairement. C'était important que tout le monde puisse vous entendre de manière très claire. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur? Allez-y. Oui, c'était sur la question concernant la protection de l'impluvium. Alors actuellement, l'impluvium est protégé pour partie par une déclaration d'intérêt public et pas par une déclaration d'utilité publique. C'est différent. L'utilité publique, ça s'adresse aux collectivités. Là, on est avec une problématique qui est complètement privée. Alors, il y a deux aspects. Le premier aspect, c'est effectivement des actions qui sont menées directement par l'industriel au travers du dispositif AgriVert qui a été évoqué ici. Et donc, j'y reviens pas. Effectivement, l'industriel essaye de son côté de maîtriser au mieux le foncier et il est difficile à maîtriser en zone urbaine, bien entendu. Et il y a un deuxième aspect qui est effectivement des travaux, en tout cas qui relève de la DIP, c'est que chaque fois qu'il y a des travaux sur la zone, systématiquement, l'ARS est sollicitée pour avis et en fonction de l'importance des travaux qui sont menés, un hydrogéologue agréé est sollicité à chaque fois pour donner un avis sur le risque potentiel que peuvent produire les travaux qui sont réalisés sur la zone. Merci. Donc, il y avait Daniel Grémier qui a sauté pour ça. Puis après, pour conclure, notre rapporteur avait encore, je crois, deux petites questions. Donc, Monsieur Grémier, vous avez la parole. Oui, merci, Président. Une première question, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le site. Je suis derrière vous, je suis désolé, Daniel Grémier, sénateur des Vosges. Connaît pas le site. On a parlé beaucoup de kilomètres. Ce qui serait intéressant, est-ce que vous pouvez nous donner la distance, effectivement, des canalisations qui servent l'ensemble des deux sites? Première question. Deuxième question, vous nous avez parlé de 190 prélèvements inopinés de contrôle. Est-ce que vous avez idée du nombre de contrôles qui étaient réalisés avant que la réglementation européenne ne change sur la responsabilité de mise en marché? Puisqu'avant, c'était systématiquement les pouvoirs publics qui avaient la responsabilité de la mise en marché. Aujourd'hui, c'est celui qui met en marché qui a déjà une première mise en responsabilité. Et est-ce que vous avez connaissance du nombre d'analyses
d'autocontrôle que fait le groupe Nestlé parallèlement à vos 190. Merci, Monsieur Grémier, pour vos questions. Madame la directrice générale. Oui, merci beaucoup, Monsieur le sénateur. Désolée, je ne peux pas. je vous tourne le dos. Oui, parlez dans le micro. Oui, oui. Donc, Ne faites pas de soucis, Monsieur Grémier, nous n'en voudra pas que vous lui tourniez le dos. Sur la distance, au plus, nous avons 14 km. Sur la plus grande distance, c'est 14 km en termes de conduite. Sur le sujet des prélèvements par rapport donc au changement de réglementation, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous les transmettre en séance. Par contre, nous vous les transmettrons ultérieurement par écrit avec l'ensemble des réponses au questionnaire. Et sur le sujet de la fréquence des autocontrôles de l'autosurveillance par l'industriel, c'est plusieurs par jour. D'accord. Monsieur le rapporteur, je crois que vous avez 2 petites questions et après nous terminerons. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. 2 petites questions complémentaires. Sur cette histoire de microfiltration, on a l'impression qu'en fait, il y a eu un revirement. Ce revirement, c'est que lors de la CID, la conférence interministérielle de janvier ou de février 2023, la microfiltration sous 0,8 a été validée et le plan de transformation de Nestlé a été, il était dit, je crois que les mots, je veux être précis, c'est accompagner la mise en place du plan de transformation dans lequel il y avait de la microfiltration à 0,2. Est-ce qu'à ce moment-là, vous avez reçu, dans ce premier temps, des instructions, des mails, des échanges qui vous disaient d'aller dans le sens de l'acceptation, puisque j'imagine que lorsqu'il y a une conférence interministérielle, au moins vous en êtes informé, sinon elle n'a pas de sens. Donc, par quels canaux est-ce que vous avez été informé de la conclusion de cette conférence interministérielle? Allez-y, Madame la directrice. L'information nous a été transmise du national auprès des ARS concernés, et notamment l'ARS, enfin en tout cas je parle pour l'ARS Grand Est, et évidemment dans la continuité de notre activité, et je n'ai pas connaissance d'éléments nous demandant explicitement d'accepter en effet le... C'est une information qui vous a été communiquée. Et sur quel type par mail, par circulaire? Ça doit être probablement par mail. Je vous repréciserai en effet de manière... bien les mails voilà, dans ce cadre-là, relatif à cette descente d'informations, s'il vous plaît. De manière assez classique, lorsqu'il y a en effet les conclusions. Ensuite, du niveau national, nous avons l'information et en général, en effet, évidemment par messagerie électronique, mais nous vous transmettrons les modalités précises. Et peut-être une dernière question que vous avez ouvert, je me la permets parce que vous avez ouvert cette discussion en disant que vous étiez aussi là en tant que citoyenne. Et ma question, elle est la suivante. En tant que citoyenne et aussi en tant que directrice générale de l'ARS, vous savez que la microfiltration à 0,2 est non conforme à la réglementation européenne. Vous le savez depuis longtemps puisque... il a été caractérisé que sur un certain nombre de puits, elle modifiait le microbisme de l'eau. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'aujourd'hui, cette eau est toujours commercialisée comme de l'eau minérale naturelle alors qu'elle ne l'est pas vis-à-vis des consommateurs français qui consomment de l'épar, puisque c'est de l'épar dont il est question sur ce sujet-là? Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous trouvez ça normal? Et est-ce que vous pensez que la bonne solution n'aurait pas été soit le déclassement en eau de boisson, soit l'arrêt de la production en tant que, jusqu'à ce que il soit rétabli la situation sur ce site? Je vous remercie. Merci en effet pour cette question. En tant que citoyenne et en tant que directrice générale, comme je le disais, je suis attachée à la transparence. Donc, il est important en effet que les éléments soient connus et qu'ensuite il y ait une décision qui soit réalisée sur la non-conformité sur le 0,2. Comme je le disais, la réglementation à ce stade est imprécise, peut être interprétative, et c'est bien le sens en effet de ce qui a été mobilisé et de la demande auprès de la Direction générale de la santé d'avoir une instruction globale qui permette en effet de pouvoir disposer d'un avis en effet unanime et d'aller, pour moi en tout cas, à l'arrêt en effet des filtres à 0,2 microns. Vous avez terminé? Écoutez, Madame la directrice générale, merci beaucoup, ainsi que vos collaborateurs, même s'il y en a un qui n'a pas parlé, mais il était présent, il y avait un soutien moral, on va dire, à écrire, donc il y avait un soutien moral, voilà. Merci beaucoup pour ce temps passé, je pense que ça aura permis d'éclairer notre commission d'enquête, tant le monsieur le rapporteur que
que l'ensemble des membres. Merci beaucoup et nous allons continuer maintenant avec l'audition de Mme la préfète des Vosges. Mais écoutez, mes chers collègues, on va continuer notre série d'auditions.